Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie d'un autre investisseur qui est Yann. Salut Yann. Bonjour. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent puisque Yann, c'est pas la première fois qu'il est invité sur le blog. On a déjà fait un podcast, plusieurs interviews ensemble. On a profité de son passage sur Bordeaux pour faire cette interview parce que Yann, donc, tu tiens le blog meublepasapa.com, c'est ça? Tout à fait. Donc, qui est un autre blog spécialisé sur la location meublée. C'est comme ça que tu exploites tes différents biens. Absolument tous, oui. Voilà, et du coup je me disais que c'était intéressant de vous faire partager l'expérience de Yann qui, vous allez le voir, exploite ses biens donc en meublé, on l'a dit, mais de façon différente peut-être de ce que vous avez l'habitude vous de voir sur la chaîne par rapport à ce que je peux faire et à ce dont je vous parle régulièrement. Donc écoutez, il va nous raconter tout ça, c'est parti. Ok, donc Yann, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui éventuellement ne te connaissent pas encore? Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Yann du blog meublepapa.com. J'ai aussi un autre blog qui s'appelle investissementmobilhome.com, puisqu'on risque d'en parler. Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'investis maintenant depuis 2005 précisément. J'avais commencé à acheter une résidence principale qui s'est transformée en investissement un peu plus tard. Donc, je pense que j'y reviendrai aussi. Et à l'heure actuelle, je possède 16 lots. Donc tous en meublé, et c'est ce qui me permet de dégager un cash flow plutôt intéressant. D'accord, ok. Bon, on va en parler, vous allez voir, c'est assez sympa à voir. Tu disais que tu es investisseur depuis 2005, Oui. donc tu avais commencé par l'achat de ta résidence principale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Donc tu as commencé en 2005, tu avais quel âge d'ailleurs? 2005, donc j'avais 25 ans. Alors je m'intéressais déjà un petit peu à l'immobilier avant. Ouais. Simplement, je crois que comme tout le monde, quand je suis arrivé à la fac, moi j'ai loué un appartement. Et j'ai tout de suite été surveillant dans un lycée professionnel. Ok. Et j'ai eu la chance de tomber sur une dame la propriétaire d'appartement, qui voulait vendre assez rapidement et qui m'a dit écoutez, vous êtes locataire, donc vous êtes la première personne à qui je dois demander si vous voulez acheter l'appartement. Ouais, tout à fait. Voilà. Bon, très honnêtement, moi à cet âge-là, même si je m'intéressais un petit peu, j'avais pas du tout idée d'acheter l'appartement. Ok. Et puis au final, on a creusé, elle m'a accompagné chez le banquier, qui est toujours un partenaire à l'heure actuelle. Et du coup, je me suis lancé dans l'achat. Et il se trouvait que, en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu dans cette idée-là, c'était déjà d'être propriétaire. Mais aussi, ce que je remboursais à la banque quand j'ai acheté, Ouais. le banquier m'a montré que ça me coûterait moins cher que ce que je donnais en location les années précédentes. D'accord. Donc moi, ça a été je me rappelle très bien des chiffres parce que j'ai remboursé 301,43 € quand j'ai acheté cet appartement, Ouais. alors que je donnais 352 € quand je le louais. Donc D'accord. pour moi, ça a été tout de suite, ça a été le premier déclic en me disant je vais avoir quelque chose à moi et au final, ça me coûte moins cher que si je C'est le ça, ouais, c'est ça. Quand j'étais en location, le loyer me coûtait plus cher que ce que je paye à la banque aujourd'hui en étant propriétaire. D'accord. Ça, vraiment, c'est quand même, quand on s'y intéresse pas, c'est le genre de choses qui proposent, qui font des déclics. Et juste aussi pour ce début, moi, j'avais commencé aussi un petit peu dans la courte durée, puisque j'ai géré des mobil-homes pour ma cousine qui était propriétaire et qui ne voulait absolument pas s'embêter à louer par elle-même. D'accord. J'ai mis un peu les pieds dedans aussi en faisant ces activités-là. Très bien, ok. Du coup, donc, premier investissement, une résidence principale finalement, Oui. que tu as encore aujourd'hui, c'est ça, je crois? Oui, tout à fait, qui est fini de payer en 2018. D'accord. Donc qui se termine et donc je vais bientôt arbitrer certainement, soit la revendre. Je vais essayer de ne pas laisser le côté émotionnel prendre le dessus et justement je pense que c'est le moment de revendre parce qu'il y a quelques frais de copropriété. Ouais. Et grâce à cette première opération, je pourrais à l'heure actuelle encaisser certainement entre 55 et 65 000 € pour cette vente. D'accord. Donc c'était ta résidence principale, mais aujourd'hui, tu l'as mis en location, c'est ça? Tu n'habites plus dedans? Tout à fait. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors c'est la résidence principale quand j'étais à Limoges, donc dans le Limousin. Et depuis que je suis parti, donc ça remonte ça fait quelques années, je n'ai jamais eu une semaine de vacances locatives. Ça, c'est pas mal. Hein. Ouais. Vraiment, C'est le rêve de tout investisseur. Hein. Tout à fait. Et ça s'est transformé vraiment en investissement dans le sens où quand je rembourse 301,43 €, je le loue 355 €. Ouais, d'accord. Donc déjà, tu as fait de ta ancienne résidence principale un investissement rentable. Exactement. Déjà, ok. Bon, Et je fais une toute petite parenthèse, mais ça me fait beaucoup réfléchir à une autre manière d'acheter une résidence principale, puisque je pense que comme toi, maintenant on a un peu l'esprit aiguisé par rapport à ça. Ouais. Et je pense que ça vaut le coup de réfléchir quand on achète une résidence principale, déjà de réfléchir si on s'en va, qu'est-ce qu'elle peut devenir. Oui, c'est ça.
C'est au-delà de l'aspect coup de cœur, c'est vraiment de se dire est-ce que je peux d'une façon ou d'une autre, un jour ou tout de suite, mais faire de cette résidence principale un actif ou au moins essayer de compenser le fait que ça va me coûter de l'argent tous les mois, quoi. Exactement. Ouais. Ou alors même directement de penser à une revente éventuelle. Tout à fait, ouais. Ok. Ok, d'accord. Donc tu disais que tu possèdes 16 lots aujourd'hui. Tu peux nous dire un petit peu comment ces lots se présentent? Est-ce que voilà, c'est que des mobil-homes? Est-ce que c'est que des appartements? Comment ça se configure? Et puis surtout, comment tu les exploites, ces différents lots? Alors, oui, alors il y a un peu de nuance. Vraiment, je maximise le meublé, c'est-à-dire que tout est meublé, à part un bail commercial qui appartient à un de mes immeubles. Donc c'est un restaurant qui est au rez-de-chaussée d'un de mes immeubles, Ok. donc forcément lui il n'est pas loué un meublé. Oui, ouais. Mais sinon, tous mes autres biens, moi j'ai choisi de louer un meublé pour des avantages que l'on connaît puis qu'on risque de revoir tout à l'heure. Ouais. Et donc j'exploite principalement en location longue durée, puisque je suis sur des villes pas très conséquentes dans le Loiret. Et on a une forte demande sur des appartements, on va dire, de qualité meublés. D'accord. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont assez anciennes et du coup ça fait tout de suite la différence et on les loue très bien. Ouais. Et aussi, j'exploite d'une autre manière, notamment 3 biens, et il y a des travaux en cours pour d'autres là, sur de la colocation courte durée. Alors Ça c'est intéressant. Ça c'est un truc, je me souviens que la première fois que tu m'en as parlé, je me suis dit, putain il a compris un truc là, Ouais. c'est génial. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que je touche beaucoup les agents EDF, hein, puisque ce sont principalement des prestataires qui sont en déplacement, Ouais. qui acceptent d'être plusieurs dans un appartement, mais, et qui du coup louent les appartements à la semaine. C'est Sauf ça. qu'on loue un lit, en fait, enfin une chambre à la semaine, et évidemment, si on a 3 personnes dans le même logement, ça multiplie la rentabilité. Pour vous donner un ordre d'idée, on loue en fonction de la qualité du bien, en fonction du côté, on va dire, individuel qu'on peut laisser à chacun dans l'appartement. Ça, c'est aussi très important, Ouais. hein, c'est pas un internat. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu fais pas forcément, je sais pas, 3 lits dans la même chambre, Voilà. et puis... Non, ça de moins en moins. Ouais, ouais, Voilà. d'accord. Il y a une époque où ça se faisait beaucoup, mais les prestataires maintenant aiment bien avoir leur côté individuel, Ouais, avec limite leur chambre, leur télé. ouais, c'est ça. Et ça permet de louer jusqu'à 150 euros. Enfin, moi, je suis en train de viser les 150 euros par semaine par chambre. Donc, un T3 où justement on loge 3 personnes, Ouais. ça peut faire 450 euros par semaine. Ouais. Voilà. Par D'accord. contre, évidemment, comme la courte durée, l'électricité et l'eau sont comprises dedans. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que c'est toi qui paye, c'est prélevé sur ton compte, hein, on est d'accord, mais Oui. l'idée c'est que j'imagine que tu l'intègres dans le prix que tu factures à la nuit, enfin tu as fait tes calculs en Exactement. tenant compte justement de ces paramètres-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a très peu de temps, c'est pour ça que je vous disais que je compte passer à 150 euros par semaine. Parce que je me suis rendu compte que moi j'étais à 110, 120, 120, voire 125 parfois. Et j'ai appris dernièrement que les prestataires, enfin une catégorie de prestataires, avait facilement jusqu'à 100, 120, 140 euros par jour parfois pour se nourrir et se loger. D'accord. Donc je me suis quand même dit qu'à 150 euros la semaine, voilà, ça ne mangeait pas sur leur plus, on va dire. Ils avaient de quoi s'en garder une petite partie pour augmenter leur paye. S'ils ont 120 euros par jour, j'estime que 150 euros la semaine pour le logement, c'est pas non plus. Ouais, parce que si on fait le calcul, ça te fait 30 euros la nuit en fait, 150 euros une semaine de 5 nuits, ça te fait 30 euros la nuit. C'est ça. Donc si tu me dis qu'ils ont allez, même 120 euros pour la journée, il leur reste 90 euros pour manger quoi, finalement, sur 2 repas, 3 repas. Ouais, c'est 3 ça. avec tout intègre le petit-déj, bon. C'est correct, hein, franchement. Ouais, c'est très correct. Alors, je sais qu'ils sont très. Ils ont leur salaire, ils aiment beaucoup garder une partie de ces primes-là pour compléter leur Ouais. salaire. Maintenant, voilà, si on fait le calcul, je pense que 150 euros la semaine, comme tu l'as dit, il leur reste quand même pas mal pour se faire un petit Ouais. complément. Donc, Bah, Disons que si tu proposes un logement de qualité, comme tu disais, sympa, où ils ont leur coin, individuel, je veux dire, avec la télé, le lit, voilà, leur petit espace, et qu'en plus ils ont l'habitude de venir toutes les semaines, donc c'est une certaine, c'est un peu comme un deuxième chez eux finalement. exactement. Bon bah à 30 euros la nuit, très franchement, va trouver un hôtel qui pratique des tarifs pareils, quoi. Ou alors ça sera, comme tu dis, une auberge de jeunesse ou un internat, quoi. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, moi, là, j'ai 3 biens qui vont être très bien situés par rapport à ces prestataires Ok, et que je veux vraiment refaire nickel avec des espaces. Ils auront tous un espace de 20 mètres carrés en individuel dans des appartes. Voilà, disons qu'un appart de 40 mètres carrés, ça laissera 2 espaces de 20 mètres carrés. ouais,
Bon, j'estime quand même que pour passer une semaine, ils auront plus un terrain dehors. Donc je vais vraiment booster pour le louer 150 euros la semaine. En plus, ils sont à 3 minutes en voiture de leur lieu de travail. Ouais. Donc voilà, je pense que je vais maximiser en ce sens pour faire quelque chose de très bien. Ça va changer un petit peu de ce que je faisais avant où j'étais sur des choses un peu plus classiques. Et j'espère vraiment pouvoir louer à ces tarifs-là. En tout cas, en termes de rentabilité, c'est excellent. C'est ce que pendant que tu parlais, j'étais en train de faire le calcul rapidement. Je me disais 150 euros la semaine. Si tu as 3 locataires, déjà ça te fait 450 euros la semaine. Ça veut dire que tu arrives à louer un appartement T4, hein, donc avec 3 chambres. On a dit 450 la semaine, donc si tu as 4 semaines dans le mois, tu es à 1800 euros, quoi. Voilà, on peut arriver à 1800 euros avec ces stratégies-là. Donc, alors, le point peut-être par rapport à de la courte durée où on serait bien placé dans une ville touristique et booking, là ça va peut-être être difficile d'atteindre 27 nuits en moyenne, Ouais. ça va être plus compliqué. Moi j'essaie de tabler sur entre 2,5 et 3 semaines par mois. D'accord. Je fais ce calcul-là. On peut avoir des surprises, dans le mauvais sens, être plus à 2 semaines sur 4. Ça dépend vraiment aussi des réparations qu'il peut y avoir à faire dans une centrale. Ouais. Par contre, on a aussi l'effet inverse où on a des personnes qui apprécient tellement ces biens-là qui, en fait, ils vous réservent pour un an. D'accord. Enfin, ils ne payent pas un an à l'avance, mais Ouais. ils vous réservent pour un an et s'ils s'en vont 3 mois, ils veulent que l'appartement leur Ouais. reste à eux quand même. Ouais. Donc l'un dans l'autre, on arrive entre 2,5 et 3 semaines. Et là, moi, je sais aussi, après, ça dépend des régions, mais je sais aussi qu'on va arriver sur des périodes où il va y avoir des grandes périodes de travaux. Et du coup, Ouais, tu sais que tu vas avoir un bon taux de remplissage Ouais. pendant cette période-là. exactement. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on peut avoir sur un an 10 000 prestataires qui arrivent. Ah ouais, d'accord. Sur C'est des énorme. villes de 5 à 10 000 habitants. C'est énorme. Et alors, tu viens de dire 2 trucs qui sont intéressants. Le premier, c'est tu parlais du fait de réserver pendant une certaine durée, même s'ils ne sont pas dans l'appartement, ils te bloquent l'appartement. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui font de la location courte durée, alors pas forcément comme toi en colocation courte durée, mais même de la location courte durée plus classique, et qui me disaient que s'il y avait des entreprises à proximité, finalement, eh bien, le 20-80, le truc le plus économique en temps et qui a le plus gros retour sur investissement, bah, c'était que eux ils démarchaient ces entreprises en disant voilà, moi j'ai un ou plusieurs appartements disponibles à la location à la nuit ou à la semaine, au mois, peu importe, à proximité de votre société. Et donc ils démarchent et les sociétés bloquent en fait pendant un an en disant ok, bah, nous on vous le loue pendant un an, vous avez l'assurance de le louer. Donc ce qui est bien, c'est que vous vous embêtez pas à faire des entrées et sorties en permanence, c'est eux qui vont le gérer à la rigueur. Vous avez peut-être juste à coordonner avec une société de ménage et encore. Et finalement, vous savez que c'est loué pour un an, donc c'est plus de sérénité. Vous louez plus cher que si vous louiez l'appartement à l'année à une personne seule. Donc finalement, c'est le beurre et l'argent du beurre un peu finalement. Complètement. Alors j'ai vu certains propriétaires en meublé qui le faisaient avec des entreprises autour de chez moi aussi. Ouais, Moi, j'ai jamais eu l'occasion de signer un contrat parce qu'il y en a vraiment qui signent des contrats. ouais, Où ils d'accord. disent Ouais. votre logement, bon, je vais peut-être donner des chiffres un peu, pas au hasard, mais je ne sais pas s'ils signent pour 8 mois ou un an, mais j'ai vu des entreprises signer des contrats en disant votre bien, nous on le prend et on signe quelque chose pour le sous-louer. Ouais, Voilà. C'est Et ça. vous fixez le prix que vous voulez et eux ils rattrapent un petit peu ce qu'ils veulent Ouais, par, c'est par rapport au locataire. oui, c'est-à-dire que eux, en fait, parce que la sous-location, c'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de le faire si le propriétaire n'a pas donné son accord. Voilà, c'est ça. Si sur le bail, vous n'avez pas le droit de le faire, vous pouvez pas le faire. Mais vous pouvez tout à fait demander à votre propriétaire, ou enfin, si vous êtes locataire, ou vous en tant que propriétaire, on peut tout à fait vous demander l'autorisation de faire de la sous-location. Effectivement, vous louez à une personne ou une société, donc à la limite, vous vous embêtez plus après, c'est payé. Et c'est la société, bah forcément, si elle place des gens pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, des gens en déplacement, qui fait un bail, un sous-bail, enfin bon, ça c'est un Ouais, peu eux plus- c'est dans leur enveloppe, il n'y a pas de souci, Voilà. ils récupèrent un petit peu avec leurs ouvriers ou leurs employés. Donc ça existe aussi. Moi D'accord. personnellement je ne l'ai pas vécu et je sais par exemple que les centrales ne le font pas du tout. Ouais, Enfin en tout cas à ma connaissance ils ne le font pas. d'accord. J'aimerais bien, ça pourrait être très pratique, peut-être un peu moins rentable mais on y gagnerait peut-être en termes de temps et des fois comme tu disais le 20-80, Oui. un petit effort pour un max de C'est max ça. de réussite. 20% des résultats fournissent 80%, 20% des efforts fournissent 80% des résultats. Et c'est vrai que quand tu arrives à le trouver, cet équilibre, c'est pas mal. Ça quoi. peut être sympa aussi. Parce que là, la contrainte que j'ai pas trop évoquée, c'est vrai que c'est quand même un peu plus délicat que la location courte durée classique, Ouais, dans le sens où si les agents viennent par exemple une semaine, 2 semaines,
il n'hésite pas du tout à appeler un dimanche soir pour revenir en dernière minute. Ouais, Donc il faut mettre des systèmes en place qui sont un peu plus délicats et il y a peut-être une surveillance un peu plus accrue à réaliser. d'accord. Alors justement, tu t'en parles, on est sur le sujet, colocation courte durée. Comment ça t'est venu cette idée? Alors comment ça m'est venu là je ne l'ai pas inventé en fait. Moi j'avais rencontré une dame qui a une agence spécialisée. Elle a une agence spécialisée pour justement louer. Elle, son idée, c'était de louer des maisons qui étaient en vente Mhm. et qui, en fait, ne se vendaient pas. D'accord. Donc, elle proposait aux propriétaires, bah écoutez, moi j'ai 6-7 000, c'est une dame qui travaillait, qui avait un poste très très bien placé dans les centrales. D'accord. Et elle disait, voilà, plutôt que de ne pas le vendre et qu'ils sont en attente, Mhm. moi je vous propose de louer un meublé en attendant et je vais vous ramener 6 mois dans l'année des prestataires qui vont vous donner 110 euros par semaine. D'accord. Donc des fois sur une maison, il y avait 5-6 prestataires qui arrivaient, il y a vite des propriétaires qui ont revu la vente, qui ont repoussé la vente. Hein. Ouais, d'accord. Qui ont amené, Tellement ça rentrait finalement. ouais, voilà, qui ont amené des petits aménagements et qui n'avaient pas besoin de refaire des travaux de dingue, mais qui remettaient ce qu'il fallait avec la connexion internet, Mhm. la télé, enfin suffisamment pour qu'il y ait un équilibre et quelque chose d'agréable pour les agents. Et du coup, je l'ai rencontré comme ça. D'accord. Voilà. Et moi, du coup, quand elle m'a parlé de ça, j'ai vu d'autres propriétaires le faire. Je suis allé au service conciergerie des agences. Je suis allé au service conciergerie des La centrales. centrale, ok. Et c'est eux qui m'ont dit, ouais, effectivement, nous, on a beaucoup de personnes qui arrivent à des moments donnés. Mhm. Si vous proposez quelque chose de qualité, pas trop loin des centrales, ça peut vraiment fonctionner. Et là, petit à Donc petit. tu t'es lancé et... Voilà. D'accord. Et après, bon, voilà, c'est vrai que malgré les contraintes, la rentabilité est présente, donc Ouais. on y va. Tu m'étonnes. Surtout qu'en général, tes centrales, elles sont dans des coins où le prix du mètre carré n'est pas forcément cher, donc tu peux trouver des maisons, enfin j'imagine, tu me corriges si je me trompe. Mais, Oui, je peux donner mon dernier exemple. Hein. Là, j'ai 3 petites. Alors, c'est une ancienne grange qui est refaite en 3 petites maisons Ouais. ou 3 appartements, chacune leur terrain. Les travaux avec l'achat de la maison, les frais de notaire, sachant que la fosse septique elle-même a été, parce qu'on parle de fosse septique, hein, c'est un endroit assez perdu, donc même la fosse septique a été remise à neuve, Ok. on est à 90 000 euros tout compris. Et là, tu as 3 logements. Et là j'ai 3 Ouais, logements donc tu es à 30 000 euros du logement. équipés. D'accord. Et dans chaque logement, tu peux accueillir combien de prestataires en même temps? Alors ce ne sont pas des gros logements, là j'ai 2 logements qui peuvent en accueillir 2 et un autre qui va en accueillir 3, voire 4, mais j'hésite encore pour la capacité, on va dire, du ballon, etc. Je pense que je vais rester à 3. D'accord. Donc ça pourrait faire 7 prestataires à la semaine. 150, ouais, donc tu es à 300 sur 15 jours, parce que tu disais taux de remplissage à peu près moitié de mois. Oui. Donc 7 prestataires, 300 euros par prestataire sur 15 jours, donc 3 x 7, 21. Ouais, ça te ferait 2100 euros. Pour un remboursement de 560. Ah ouais, d'accord. Donc ça Ouais, peut, c'est voilà. super rentable, quoi. Ça C'est peut, génial. ça peut vraiment être intéressant et on est sur un taux de remplissage à 50%. 50%, ouais, c'est-à-dire que déjà en sachant que tu as ce taux qui est une moyenne sûre, tu as, Oui. cette rentabilité-là. Mais c'est-à-dire que si tu fais un super mois et que finalement il est plein, allez, 20-25 jours sur les 30, t'es, ouais, là, c'est génial. on peut vite être à plus de 3 000 euros pour un remboursement de 500. Donc là, Ouais. effectivement, ça peut être vraiment super intéressant. Effectivement. T'imagines la vitesse à laquelle tu payes ton bien finalement, si tu rentres, si en un mois tu rentres 5 ou 6 fois le prix du crédit, c'est... Ah bah oui, c'est phénoménal. tout de suite, ça fait un travail, on a l'impression de savoir pourquoi on le fait. Ouais. Et il y a un petit point aussi qui est différent du coup de la location courte durée. Je sais qu'on avait discuté avec toi et Sébastien Ascon, il me semble, sur la personne qui fait les états des lieux. Ouais, Souvent de fois, on va toucher aussi des prestataires qui ont un statut micro-entrepreneur et qui vont prendre entre 20 et 30 euros de l'accueil. ah ouais. Donc ça fait quand même une petite différence aussi parce que c'est pas accessible du tout. Hein. Quand tu dis l'accueil, c'est-à-dire qu'elle fait quoi exactement cette personne qui se charge? L'accueil, c'est j'accueille les personnes qui arrivent, je fais la sortie et c'est un peu vrai tout. Hein. Je fais signer le contrat, accueil, l'entrée, la sortie Ouais, et la signature du contrat, prise de photo pour l'état des lieux. Voilà, c'est tout. Après, s'il y a un service ménage en supplément, c'est autre chose. d'accord, ça tu le fais en supplément le ménage, Oui. d'accord, ok, Oui, c'est oui. ça. C'est ce qui est important parce que c'est vrai que tu parles de 30 euros. Moi, les prix que je paye finalement pour une délégation, c'est à peu près 70 euros, 60-70, ça dépend du nombre de personnes. Mais en gros, j'ai accueil, sortie, ménage, lavage des draps et des serviettes.
C'est pour ça que je dis que ça dépend du nombre de personnes, parce que j'ai un forfait sur 2 personnes, sur une base de 2 personnes, un lit double. Bien sûr, D'accord. si j'ai plus de gens, je rajoute, ça coûte Et plus tu as un cher. ménage intégré dans le... J'ai le ménage intégré, ouais, pour ce prix-là. Ah oui, Mais c'est d'accord. pour ça que c'est bon de savoir aussi, peut-être que tu as une clientèle si tu as les mêmes agents qui reviennent d'une semaine sur l'autre et que juste ils rentrent chez eux pour le week-end, tu as peut-être une clientèle qui effectivement se dit c'est pas la peine de faire un ménage entre les deux parce qu'on revient la semaine prochaine. Oui, oui, t'as peut-être complètement. ça quoi aussi. Oui, Hein. complètement. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est important aussi de s'adapter à la clientèle, au marché que vous allez avoir, parce que c'est sûr que si vous voulez faire de la prestation haut de gamme, c'est pas les mêmes attentes et c'est pas les mêmes tarifs, bien sûr, que si vous faites de la prestation plutôt moyenne gamme ou très fonctionnelle. Voilà, c'est important. Et puis c'est bien de le souligner ça parce que justement c'est des questions qui reviennent beaucoup sur ouais mais comment ça se passe pour qui c'est qui accueille, qui c'est qui fait quoi, combien ça coûte. Mais en fait on se rend compte quand même qu'effectivement c'est bien de déléguer, il y a des choses à mettre en place, mais ça demande quand même un constat et un état des lieux au départ. C'est-à-dire qu'on essaie de visualiser en fonction de la situation et de mettre les choses en pratique en fonction. Il y a quand même toujours des petites subtilités, on ne peut pas amener toujours des réponses claires et nettes. Ouais. Il faut regarder un petit peu, vous voyez là on est sur 2 cas différents, la courte durée, et si on doit l'évoquer tout à l'heure avec les mobilhomes, vous allez voir c'est encore un petit peu différent. Puisque là moi c'est des personnes qui accueillent donc à l'entrée, qui accueillent à la sortie, mais on a un chèque de caution ménage et le mobilhome doit être rendu en état. Sinon le chèque de caution ménage il est encaissé pour justement qu'une société fasse le ménage. D'accord, puisque tu en parles, on va parler des mobilhomes. Donc tu nous as dit que tu as une partie d'investissement qui se fait dans des mobilhomes. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors déjà, moi, comment j'ai commencé ? Parce qu'on entend beaucoup d'investisseurs d'ailleurs, parfois à juste titre, les mobilhomes c'est pas intéressant, on loue une parcelle et du coup on n'est pas propriétaire. Voilà, donc les propriétaires du camping peuvent faire tout et n'importe quoi. Alors il y a du vrai et du faux. Première chose, moi j'ai commencé parce que j'avais loué ceux à ma cousine et j'avais trouvé ça excellent de louer des semaines jusqu'à 1 250 € la semaine. Je trouvais ça quand même. Moi, ça me fait toujours halluciner un mobilo 1 250 € la semaine. Oui, moi aussi. Moi aussi, franchement, parce que moi j'ai testé tous mes mobilhomes. Je suis resté au moins une semaine, 15 jours dans les mobilhomes pour découvrir les alentours, pour savoir de quoi je parlais au téléphone. Parce que je gère la location par contre. D'accord. Voilà. Ouais, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, mais simplement j'ai des annonces, je gère les clients qui m'appellent, qui me contactent. Si c'est pas réservé en ligne, je rappelle par téléphone et je transmets aux sociétés qui sont sur place pour qu'ils prennent contact et ainsi faire les états des lieux et se donner rendez-vous pour l'accueil dans le camping. D'accord. Voilà. Donc comment ça marche vraiment par rapport à l'immobilier ? La grosse différence, clairement, c'est qu'on ne peut pas acheter, j'ai envie de dire, partout. Il faut des conditions très précises dans les contrats de camping. Et d'où l'idée aussi de mon site investissementmobilhome.com parce que justement, moi je suis en contact avec les vendeurs au niveau national sur plusieurs grosses sociétés de manière à savoir s'il y a des nouveautés et justement ce que les nouveautés proposent. C'est-à-dire s'ils ont racheté un camping, ce qu'ils proposent en termes de location à l'année pour le prix de la parcelle, le loyer de la parcelle, puisque vous louez un emplacement sur lequel vous mettez votre propre mobilhome, que vous leur achetez en général. Et du coup, moi je suis au courant tous les ans justement de ces nouveautés. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la condition très importante. Il vous faut un camping en fait qui va vous laisser louer par vous-même, pour lequel vous gardez 100% des revenus locatifs. D'accord. Il faut un camping qui soit ouvert suffisamment longtemps à l'année. Oui, parce que tu en as qui doivent ouvrir, j'imagine, de juin à septembre, quoi. Et puis après. On a mars jusqu'à fin septembre. Ouais. Donc ça, bon, c'est une perte. C'est pas les plus grosses saisons qui sont fermées, mais c'est une grosse perte quand même. Ouais, parce que t'as pas la main, j'imagine, puis parce que tu as peut-être une demande des gens qui aimeraient bien pouvoir louer tout à fait, l'hiver. Hein. Ben, moi, mais complètement. Moi, j'ai des mobilhomes à la Palmyre, zone que tu connais très bien. Alors, je dis la Palmyre, faut pas acheter n'importe où à la Palmyre. C'est pareil, je suis sur 2 campings ou un camping, parmi peut-être 20 ou 30 ou 40. Mais pourquoi ces deux-là ? C'est parce que moi, j'ai trouvé que les conditions elles étaient réunies. Qu'on était avec une société qui tenait la route, qui avait plus de 30 ans, qui justement me laissait louer par moi-même, me laissait intervenir la société pour qu'il me fasse les entrées et les sorties, ouvert suffisamment longtemps l'année.
Autre condition, pas d'obligation de changer de mobil-home aussi dans les 3 ans, dans les 4 ans. Ouais. Et pas d'augmentation de parcelles aussi abusive tous les ans. Ouais, les trucs qui pourraient en fait complètement fausser ton calcul de départ par rapport à ta rentabilité. Voilà. Ça c'est le gros problème, c'est ce qui s'est passé notamment il y a quelques années dans le sud. Bon, il y a eu des gros problèmes parce que des campings, clairement, ils ont proposé aux propriétaires de changer leur mobil-home ou de dégager. Ouais. Voilà. Ouais. Donc une rentabilité espérée tombait à l'eau à ce moment-là. Et même pour un petit particulier qui aurait souhaité simplement avoir son mobil-home. Ouais, d'accord. Sans faire d'investissement, il était tout de même embêté. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et là, il n'y a pas 36 solutions, il faut connaître. Ouais. Faut connaître. Moi, c'est pour ça que je me suis vraiment engagé à être en contact avec les responsables de vente chaque année parce que, vous voyez, par exemple, cette année, pour moi, il y a un camping qui prend le dessus, notamment qui se situe dans les Landes. Et il prend le dessus, pourquoi? Parce qu'il vient d'être acheté. On a un prix de loyer à l'année qui n'est pas énorme. Et on a des rentabilités potentielles qui sont super intéressantes. D'accord. Et ça, tout ça, t'en parles dans ton blog spécialisé sur les mobil-homes. Tu m'as dit que tu avais un site spécialisé sur les mobil-homes. Oui. Alors tu peux redonner le nom? Investissementmobilhome.com. D'accord. Donc oui, alors je mets plein d'infos sur les contrats types, sur les choses qu'il faut éviter, les pièges qu'il faut éviter. Mais concrètement, je ne peux pas citer des campings parce que déjà, clairement, je me ferais taper sur la doigt. Tu m'étonnes, bien sûr. Voilà, et puis j'ai pas de partenariats spéciaux moi, pour citer, et puis c'est pas l'objectif. Par contre, si vraiment ça intéresse quelqu'un, ça vaut le coup de me laisser un mail sur ce blog. Ouais, je mettrai le lien juste sous la vidéo pour que vous aurez qu'à cliquer et accéder directement. Enfin, si ça vous intéresse, l'investissement dans les mobil-homes, ça vous permettra d'aller voir ça. Quoi. Ouais, tout à fait. Et puis moi, si je vous dis, c'est vraiment l'idée, si on a un objectif, parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs différents, il y a ceux qui veulent vraiment investir pour dégager du bénéfice, et il y a ceux qui veulent avoir un pied à terre, tout simple, en faisant en sorte que les locations compensent le prix du loyer. Et du coup, ils ont leur bien sur place qui ne coûte pas très cher. Donc ça dépend beaucoup des objectifs, ça dépend de beaucoup de choses. Donc vraiment, en fonction de ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le blog. Et peut-être pour parler chiffres, moi, un mobil-home, clairement, je dégage entre 4 000 et 5 000 euros de bénéfices par mobil-home et par an. D'accord, de bénéfices, Voilà. ok. Et pour que les gens puissent se situer un peu, un pourcentage de rentabilité sur un mobil-home? Parce que là, tu parles de bénéfices, mais tu vois, combien ça t'as acheté ça, combien ça... Ouais, j'aurais envie de dire, il n'y a qu'une contrainte qui n'est pas facile à prendre en compte dans la rentabilité, c'est le prix de la parcelle. Je ne sais jamais trop comment l'intégrer. Ah oui. Mais sur du net, on pourrait estimer qu'on est entre 18 et 25%. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais je le répète, en étant sur les bons, au bon endroit, parce que ça peut être aussi du moins quelque chose si ça ne va pas. Ouais, et puis surtout qu'un mobil-home, c'est une discussion qu'on avait eue il y a quelques mois, je me souviens, tu m'avais dit, la différence avec un bien immobilier plus classique, c'est qu'un mobil-home, ça ne prend pas de valeur, ça se dévalorise. C'est pas un actif, dans le sens où si ça va vous ramener de l'argent pendant la durée de mise en location, d'où aussi des rentabilités aussi exceptionnelles, j'imagine. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Et moi je considère une chose très simple à la base, c'est que mon mobil-home dans quelques années il vaudra 0. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire de plus-value, de revente. Non. Si vous le revendez 10 ans après, qui vous a permis de dégager des petits bénéfices, des bénéfices, c'est très bien, mais il faut considérer, il vaut mieux considérer qu'il vaudra 0 à la fin. C'est beaucoup plus sûr de le voir en ce sens-là, parce que de toute manière, il y a plein de petits traits qui font que ça va être dur de le revendre. Et vous arriverez à le revendre, mais certainement au camping lui-même qui vous le rachètera pas cher. Ouais. Donc, si on a bien connaissance de ça et qu'on a les bonnes règles, et en espérant dégager 4 à 5 000 euros de bénéfices par an, un mobil-home qui vous est revenu à, admettons, 30 000 euros, mais vous avez récupéré la TVA dessus, parce qu'il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, admettons que du coup, ils vous reviennent à 25 000 ou 27 000. Si on fait le calcul, 6 x 4, 24, il est remboursé en 6 ans, et toute la durée de vie derrière, c'est que du bénéfice. C'est que du bénéfice. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir finalement. C'est là qu'on fait son beurre. C'est vrai que c'est vraiment différent de l'immobilier. Et c'est vrai que l'autre point, c'est l'immobilier, j'ai envie de dire, quand vous avez compris les règles, vous investissez dans, pas n'importe quelle ville, mais dans une ville de 15, 20 000 habitants qui tient la route, sur laquelle il y a un pouvoir locatif, ça fonctionne. Que le mobil-home, on peut habiter dans les Alpes. Et moi, si on m'appelle, des fois, ça m'arrive de dire, ouais, mais là, en ce moment... non, c'est à côté de Toulouse qu'il faut investir. Ouais. Ou alors c'est dans les Landes. Et là, il n'y a pas de. Des fois, ça brusque un peu les gens, ça les frustre, mais c'est une réalité, ça. Ouais, de toute façon, il faut toujours investir là où c'est intéressant. Et le marché change en permanence. Donc, ce qui est vrai, alors, à part peut-être
des valeurs sûres, mais ce qui est vrai à un instant T ne sera peut-être plus dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Ah, complètement. C'est question de... Le mobil-home, c'est exactement ça. D'accord. Alors, une autre question qui est super intéressante, on en a parlé au début, tu exploites tous tes biens exclusivement en meublé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, deux choses. Moi, je trouve en tout cas deux choses particulières. La première, c'est que j'ai toujours eu beaucoup plus de facilité à me projeter dans un appartement terminé. C'est-à-dire que moi, que je le mets à la location, même si j'anticipe un petit peu avec les annonces, j'aime bien voir l'appartement bien fini, terminé. Ouais. Je sais ce que je loue, je vois ce que ça va donner. Ça me plaît beaucoup. Et la deuxième des choses, quand même aussi, c'est la fiscalité, qui est très intéressante en meublé et qui permet à l'heure actuelle, en tout cas avec le statut loueur meublé non professionnel, au réel simplifié particulièrement, de ne pas payer d'impôts. C'est ça, exactement. Voilà. Je ne sais pas si on va rentrer en détail, mais en tout cas, c'est pas parce que on va dégager un cash flow supplémentaire de, je sais pas, 3 000, 4 000, 5 000 euros chaque mois qu'on va payer des impôts dessus, puisqu'il y a toute une trame qui fait qu'on déduit des choses comme l'amortissement du bien et du coup on ne paye pas d'impôts. Ouais, c'est ça. Donc, Bon, on peut en parler, on peut rentrer un peu dans le détail de la fiscalité. Tu en as parlé, ouais, vas-y, le principe global du LMNP au réel simplifié. Voilà, pour imager, c'est simplement, on a vraiment une colonne où on déduit tous les frais et on déduit aussi les intérêts, l'amortissement du bien, c'est-à-dire la chute de valeur potentielle du bien, même si le bien ne fait que prendre de la valeur. Ouais. Et de l'autre côté, on a donc nos revenus. Et l'idée, c'est que toute la colonne de gauche où on a tendance à, enfin, où on enlève, où on déduit des montants, soit supérieur à nos montants de revenus locatifs pour arriver à un résultat déficitaire. Résultat comptable déficitaire. Résultat comptable, voilà. C'est ça qui est important et souvent je sais que, je pense que toi aussi, puisque tu as un blog aussi sur le meublé, mais une question qui revient super souvent, c'est que vous êtes très nombreux à me dire, je comprends pas comment on peut faire du bénéfice et être déficitaire. Ah oui, Parce qu'en fait, il faut distinguer le cash flow, donc vos revenus locatifs moins toutes les charges que vous avez à l'année, donc ce résultat peut être positif, mais le résultat comptable, lui, il peut quand même être négatif parce que, il y a cette fameuse histoire d'amortissement, notamment, parce que c'est quand même ça le plus important. Alors, vous déduisez toutes les charges à l'année. Je vous en parlais, les intérêts d'emprunt, l'assurance, l'EDF, Internet. Vous pouvez même déduire à la limite, dans une limite raisonnable, les frais d'essence pour vous rendre sur vos biens, pour aller faire de la gestion. Enfin, vous pouvez tout déduire. Et puis, il y a l'amortissement du bien. Donc, comme tu l'as dit, c'est une perte de valeur fictive. En général, fait sur 20 ans, je crois que c'est 20 ans la plupart du temps. C'est ça. Ouais. Donc si on prenait l'exemple sur un bien à 100 000 euros, 100 000 euros divisé par 20 ans, ça fait 5 000 par an, quoi. Voilà, ça veut dire que de vos revenus, on déduirait déjà 5 000 euros par an. Et ouais, on part du principe, enfin l'expert comptable, les impôts partent du principe que le bien perd 5 000 euros de sa valeur chaque année. Mais c'est juste comptable, c'est pas du tout la réalité des choses, quoi. C'est-à-dire que le jour où vous revendez pas minoré de cette valeur-là, absolument non, pas. Voilà, il se peut même que votre bien qui valait 60 000 en vaille 80 le jour où vous revendez. C'est ça, exactement. Donc, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un déficit effectué par les experts comptables. Donc ça, c'est très bien d'en profiter tant que ça existe, clairement. C'est une des dernières niches fiscales très intéressantes, quand même. Oui, non, mais complètement. Et puis après, j'ai l'impression aussi que même si on doit passer en loueur meublé professionnel pour d'autres raisons, mais ça c'est autre chose, et puis c'est à partir d'un certain revenu, il y a encore des intérêts qui sont très intéressants au niveau meublé. Oui, c'est différent, quoi. C'est un autre statut, il y a une histoire de TVA qui rentre en jeu, parce qu'en non professionnel, on ne récupère pas et donc on ne déduit pas la TVA. Enfin, c'est un peu différent. J'avais fait une vidéo là, sur la différence justement entre LMNP et LMP. Je vous mettrai le lien sur le petit i là, juste au-dessus qui s'affiche si vous voulez aller voir. Ça vous donnera un petit peu plus d'infos sur les différences, quoi. Voilà, et puis là, bon, à l'heure actuelle, vous avez peut-être que parmi vous, il y en a qui ont entendu, mais il y a quelque chose qui est mis en place dernièrement sur une des 3 conditions pour rester loueur meublé non professionnel. Mais quoi qu'il arrive, quand vous allez commencer, il y a toujours le plafond des 23 000 euros. Bon, voilà, si vous commencez avec 1, 2, 3 appartements, il va falloir déjà les atteindre, les 23 000 euros. Ouais. Donc voilà, quoi qu'il arrive, commencez de cette manière en réalisant une astuce. Quelque chose qui est évident quand on investit, mais c'est de réaliser quelques travaux pour une nouvelle fois déduire des choses de vos revenus avec 2-3 biens dans les premières années ou même dans la première année. Si vous déduisez des travaux et que vous êtes au loueur meublé non professionnel au régime réel simplifié, logiquement on arrive quand même facilement à ne pas payer d'impôts. Bah ouais, moi je vais te donner un exemple. L'année dernière,
j'ai encaissé, je sais plus exactement, j'ai dû encaisser pas loin de 35. Non, pas l'année d'avant, enfin sur mon bilan de l'année dernière, du coup, donc sur l'année d'avant, j'étais à quasiment 40 000 euros de revenus meublés. Bon, le résultat que j'ai reporté sur ma fiche d'imposition, enfin sur ma déclaration, c'était moins 8 000 ou moins 9 000, quelque chose comme ça. Voilà, t'as mis moins 8 000 sur ta fiche chiffres, d'impôt, et au final, t'avais quand même de l'argent qui te restait. Exactement, ah oui, parce que j'ai rentré 40 000 de loyer, mais j'ai pas sorti 40 000 de charges en face. Hein, donc c'est ça qui est super intéressant avec le LMNP. Ah oui, mais complètement. Donc ça, voilà, en tout cas, c'était pour revenir à la question, c'était vraiment une des raisons pour lesquelles moi j'ai commencé en meublé directement. D'accord, ok. Une dernière question, donc du coup tu disais que tu avais 16 lots, donc ça fait quand même un nombre assez important. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps tous les mois de gérer ces 16 lots? Ou comment tu t'organises pour gérer ça, en tout cas si ça te prend pas de temps? Alors, pour revenir un peu, moi je vous ai dit, hein, je fais du meublé, donc du meublé sur du long terme, la colocation courte durée et les mobil-homes, et le bail commercial. Donc le meublé sur le long terme, j'ai envie de dire que c'est comme la location classique, hein. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé les locataires, ils sont en place, ils sont là 1 an, il y a des petites gestions, on intervient quelques fois, mais c'est plutôt rare, d'autant que les biens sont juste refaits. Sur la colocation courte durée, j'interviens un petit peu parce que pour l'instant je le fais, mais c'est en pourparlers pour quelqu'un puisse gérer ma place aussi. Et les mobil-homes, je fais encore pour la majorité les contacts téléphoniques, s'il y en a, pour mettre les gens en location. D'accord. Et je transfère après les données aux personnes qui accueillent. Donc ça me prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment minime. Et en plus, c'est ce qu'on disait, on n'arrête pas de s'adapter. Moi, je suis vraiment en train de mettre des choses en place pour minimiser ce temps et faire en sorte justement de pouvoir réinvestir et passer mon temps à toute autre chose. Bien sûr. Donc, voilà, je pense que c'est important au début de peut-être se faire la main et de plutôt commencer seul. Si demain vous achetez un appartement, de trouver le locataire, de bien voir les documents que vous demandez, de le faire par vous-même et de la mise en place, je pense que ça permet d'entretenir cette relation avec le locataire pour commencer. Et puis après, vous pouvez totalement, complètement déléguer, quitte à perdre un petit peu forcément en rentabilité. Bien sûr, ouais. C'est vrai que quand on fait son premier investissement, c'est un truc que je remarque, hein, il y a beaucoup de gens qui ont du mal sur le tout premier, et moi j'y suis passé aussi, peut-être que toi aussi, hein, à déléguer. Je sais que moi je voulais tout faire, tout contrôler, c'était du saisonnier, donc je voulais faire l'entrée, la sortie, le ménage, voir qui rentre. Et puis on se rend vite compte que c'est chronophage. Ah oui, surtout la courte durée. C'est ça, ouais. Et du coup, il est possible après de déléguer partiellement ou complètement. Et l'idée, c'est d'avoir des revenus qui tombent, même si ça mange un peu de rentabilité, parce que forcément, ça a un coût. Mais je trouve quand même que ce qui est le plus précieux, c'est le temps qu'on arrive à se dégager, quoi. C'est un ratio. Moi, si c'est payer une personne 150 euros ou une agence 150 euros par mois pour gérer un immeuble, et que du coup, moi, j'ai plus rien à faire d'autre que d'encaisser les loyers, et c'est elle qui gère tout, je veux dire, je les paye avec grand plaisir parce que c'est peu cher payé, je trouve, par rapport à la tranquillité d'esprit que ça amène et au temps que ça dégage. Oui, complètement. Et puis le temps, ça va permettre de revoir pour d'autres investissements, de se libérer du temps pour faire autre chose. Non, mais complètement. Les investissements, ça va aussi avec la sérénité qui va avec, justement. C'est super important. C'est pour ça que nous, encore, comme le dit Julien, on cherche encore des stratégies pour gagner un maximum de temps. Tout à fait. Mais effectivement, il y a des agents qui se spécialisent dans la courte durée. Maintenant, courte durée, il y a quand même moyen aussi même de planifier, de faire en sorte que les calendriers se remplissent en même temps. C'est-à-dire qu'on en remplit un, il y en a 3 ou 4 de remplis. C'est ça, on peut tout synchroniser. Avec le développement de la courte durée, il y a des gens qui sont engouffrés dans cette niche, mais d'un point de vue outils, mise en place d'outils pour les gens qui exploitent en courte durée. Et maintenant, comme tu dis, on peut faire des trucs, c'est quasiment tout automatisé, quoi. Limite, il n'y a presque plus à intervenir en tant que propriétaire. D'ailleurs, je connais des gens qui s'en occupent pas, qui font de la courte durée et qui ont tout délégué, et puis ils regardent juste les euros tomber sur le compte en banque. Voilà, c'est le meilleur moment. c'est plutôt pas mal. Un des meilleurs. Et bien voilà, donc en termes de temps, je pense pas que ça reste comme nous on l'a vu dans plein de formations, comme on l'a vu et comme on s'en rend compte sur le terrain. Si on a peur de perdre du temps, ça reste une excuse en fait. Oui. À l'heure actuelle, si vraiment c'est l'argument qui fait qu'on n'investit pas, c'est comme tout, j'ai envie de dire, on se lance, on apprend. Au début, ça prend du temps parce qu'on se forme, et puis après, on apprend à déléguer, à laisser, ce qu'on a dit. Et puis, j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus se mentir. Ça va prendre du temps, surtout au début, parce qu'il va falloir chercher le bien, il va falloir le trouver, peut-être le rénover, trouver des artisans. Et certainement qu'au début, vous allez vouloir gérer vous-même pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes
voilà, si j'ai une chasse d'eau qui lâche, si j'ai une fuite, si j'ai un problème électrique, peu importe, comment je fais pour gérer. Bon, il y a toujours des solutions, hein, il y a toujours des gens que vous pouvez appeler même si vous êtes à distance et leur demander de passer. Et puis vous verrez bien le moment venu, hein. Si le genre, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle, mais si à un moment ça devient trop contraignant, eh ben, peut-être à ce moment-là de vous dire il est temps de faire gérer pour plus m'en occuper. Il vaut mieux faire et que ce soit imparfait plutôt que de vouloir penser à tous les cas de figure possibles dès le départ, je trouve, et puis de jamais se lancer finalement. Ah mais ça c'est exactement, moi c'est un peu le souci que je pourrais avoir par moment, c'est de vouloir tout anticiper c'est bien, mais je veux dire de vouloir anticiper des problèmes. Non, quand ils arrivent, on voit ce qui se passe et justement on met en place. Et après, la fois d'après, on apprend à anticiper. Ce qui est embêtant, c'est surtout de répéter 3, 4 fois les mêmes erreurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai que des problèmes, il y en aura toujours. On peut les minimiser parce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter. C'est sûr, comme tu disais, tu as un appartement qui vient d'être rénové, tu as quand même moins de chances qu'il t'arrive une tuile qu'un appartement dans lequel tu as le chauffe-eau qui a 25 ans, l'électricité qui est plus aux normes, enfin, bon, voilà, la plomberie qui est pareil. Maintenant, c'est important, je pense que tu en as encore, hein, des problèmes, des galères, moi je rencontre aussi encore. C'est important de juste accepter le fait que ça arrive et quand elles se présenteront, et là il faudra être réactif, mais on verra bien à ce moment-là, quoi. Complètement, et puis ça me fait penser, pour vraiment compléter ça, quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps au final, c'est gérer les premiers locataires qui arrivent dans un appartement. Quand votre appartement il est mis pour la première fois en location, je trouve que passer un compromis avec le premier locataire en disant voilà, il y a des petits réglages à faire, peut-être il va vous manquer du rangement, je sais pas moi, un saladier, ou alors l'eau chaude qui arrive mal, ou un petit problème, enfin peu importe, de bien gérer avec le premier locataire, de rétablir tout de suite dans les premières semaines les petits manques, les petites choses qui vont mal, et après, si vous arrivez à faire ça, après tout découle tranquillement, les prochains locataires, il n'y a plus les mêmes soucis, le premier locataire il a confiance en vous et vous avez confiance en lui parce que vous avez appris à le connaître. Donc voilà, je pense que aussi de faire le premier coup, c'est plutôt bien. Et pour en discuter avec d'autres investisseurs aussi, il me semble qu'il y en a pas mal qui aiment bien mettre le premier locataire en place de manière à ce que les agences puissent avoir le suivi de ce locataire. Ouais. Mais derrière, elles savent au moins qu'elles ont un mois pour trouver le prochain. Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas une critique, mais c'est vrai que les agences parfois peut-être au départ sont un peu moins réactifs pour mettre en location. Donc ça peut être bien vraiment de faire ce premier et de bien donner vos attentes ensuite à l'agence. D'accord. Voilà. Ouais, moi j'aime bien ça, mais après. Ouais, puis après c'est toujours pareil, il y a des agences qui sont très douées dans ce qu'elles font, et puis il y a des mauvais, hein, c'est comme dans tous les métiers finalement, et exactement. Il faut trouver la bonne agence, ok. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit, qui je pense est déjà bien dense mais... Oui, je pense que ça va être une vidéo assez longue. Non, moi j'ai pas forcément de conseils, si j'ai un conseil, mais c'est un peu toujours pareil, on le répète, on le dit, mais c'est vrai que nous, l'idée, c'est quand même de se former et d'avoir les bases et après de passer à l'action. Et c'est pas parce qu'on passe à l'action qu'on va arriver à avoir tout anticipé, à ne pas avoir d'erreurs. Les premières erreurs, si vous formez, elles seront entre guillemets minimes. Et du coup, elles vous serviront pour les prochains investissements. Par contre, le fait de ne pas du tout se former, c'est sûr qu'on peut faire des erreurs majeures qui, elles, font qu'on n'a plus du tout envie de se lancer. Ouais. C'est vraiment la grosse différence. Mais ne croyez pas que vous ne prendrez aucun risque et que vous ferez zéro erreur dans le premier investissement. C'est normal d'en faire. Oui, c'est normal. Moi, quand je revois d'ailleurs mon premier investissement, après ma résidence principale et mon premier mobil-home, c'était un immeuble. Et je me rends compte que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pris en compte les travaux de la toiture dès le départ. Parce que là, dans 2-3 ans, je vais être embêté et je sais que je vais avoir 15 000 euros de toiture. Ouais. Donc ça, c'était une erreur que je considère comme minime, même si à un moment donné, il va falloir que je sorte 15 000 euros de ma poche pour faire la toiture. Ouais. Maintenant, on apprend à voir aussi que ça sera un bien qui aura pris de la valeur grâce à cette nouvelle toiture et sur lequel je pourrais peut-être le vendre 20 000 euros de plus. En fait, ça c'est très important ce que tu viens de dire, c'est la capacité à transformer un problème ou une erreur en opportunité finalement, à switcher le truc, quoi. Ça, on apprend à le faire quand même au fur et à mesure des avancées, ça se fait. Au début, c'est de l'angoisse et après, on le voit différemment. C'est ça. Enfin, vraiment, je trouve que ça, c'est une grosse évolution dans les investissements. Au début, tu dis, oh, mon Dieu, comment je vais faire, c'est pas possible. Et c'est marrant que tu en parles parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois sur mon deuxième appartement. Quand je l'ai rénové de A à Z, sauf une chose, la chaudière que j'ai laissée, qui devait avoir 25 ans. Mais elle tournait super bien, c'était une super marque, je sais plus ce que c'était, mais un truc super solide. Et le plombier m'a dit non, mais un truc comme ça, c'est incroyable. Donc je dis ok, je la change pas. Et bon, elle a tenu quand même 2 ans, et là elle m'a lâché il y a 3-4 mois, en plein mois de décembre, avec des locataires. Et
Et du coup, bon, c'est pas, voilà, il a fallu sortir, je sais plus, de 3000 euros, parce que en plus c'est un modèle, il y a des contraintes particulières en copro avec l'évacuation des gaz, donc je pouvais pas prendre n'importe quel modèle. Qui est très cher en plus. Hein. Voilà. Mais bon, je me suis dit merde, c'est con parce que si je l'avais fait il y a 2 ans, je l'intégrais dans l'enveloppe travaux. Et puis finalement, ça aurait été $1 parce que 3000 euros sur 20 ans, ça m'aurait peut-être augmenté ma mensualité de payé 50 euros et encore. Même pas, 10 balles par mois ou 20 balles. Quoi. Donc ça aurait pas changé grand chose. Mais finalement, je l'ai transformé en atout aujourd'hui parce que du coup, j'ai une chaudière neuve, ultra moderne avec commande, pour une télécommande pour le chauffage et l'eau chaude. Et finalement, les clients qui arrivent dans l'appartement maintenant en location saisonnière, ils me disent mais elle est géniale, c'est super, c'est tout confort. Donc en fait, maintenant, je loue un peu plus cher la chambre. Parce que l'appartement est remonté un peu en gamme. Donc finalement, ça va me rattraper, alors sur une certaine durée, mais ça va me rattraper cette erreur à 3000 euros. Quoi, voilà. Donc c'est pour ça que même si nous on conseille d'anticiper tous les travaux, au final c'est bon, on en parle sur les blogs. Ouais. Même nous, ça nous est arrivé de ne pas tout anticiper et d'apprendre à le faire peut-être plus régulièrement. C'est maintenant. Ça. Donc, une erreur, c'est pas grave de faire une erreur, ce qui est bête, je trouve, c'est de la refaire une deuxième fois, comme tu l'as dit tout à l'heure. Là, c'est de l'entêtement. C'est ça. D'où des fois le problème des enchaînements trop rapides. On n'a pas pris le temps d'analyser ce qu'on avait fait en bêtise ou en bien aussi sur le premier. Tout à fait. Donc voilà. Ok, écoute Yann, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui sur la chaîne. J'espère en tout cas que cette interview vous aura plu et qu'elle vous aura apporté beaucoup de choses. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Yann, je vous mettrai le lien sous la vidéo, sur son blog également, donc meublepasapa.com et puis sur le site spécialisé Mobilhome. Hein, je vous rappelle, je remettrai le lien aussi en dessous pour les gens que ça intéresse et qui veulent aller voir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on parlait de la fiscalité tout à l'heure justement, je vous rappelle que si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement mon petit e-book sur la location meublée, donc, qui permet de louer plus cher. Je reprends les stratégies qu'on a évoquées aujourd'hui et je reprends aussi les grandes lignes de la fiscalité du LMNP, donc ça vous explique le fonctionnement un peu de façon assez claire pour que ça ne soit pas barbant. Voilà, donc il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo, de vous inscrire et puis vous recevrez le e-book. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite pour une prochaine. Salut. Au revoir.